Merci beaucoup. La parole est à Anne-Laure Blin pour la droite républicaine. Merci, Monsieur le Président. Alors, ça fait une juste transition quelque part avec ce que vous venez de dire, parce que les systèmes spatiaux sont des multiplicateurs d'efficacité et des catalyseurs de force. À l'appui de la manœuvre, les satellites assurent la pérennité du lien entre les théâtres d'opération, le haut commandement national et les liaisons vitales de niveau intérieur. Ils donnent ainsi des informations de positionnement, de météorologie, d'hydrographie, d'océanographie, de synchronisation temporelle indispensables à l'efficacité de l'action militaire. Alors les satellites assurent aussi, et naturellement par conséquent, une part très importante et essentielle à la défense. Et vous l'avez rappelé, en ces temps de conflit, ils sont indispensables pour préserver notre souveraineté. La loi de programmation militaire a consacré 6 milliards d'euros au spatial de défense. Cependant, aujourd'hui, malheureusement, à l'heure où la France réaffirme son ambition militaire, les études de développement du satellite militaire Syracuse 5 n'ont toujours pas été lancées. La société Thales, Alenia Space, a cessé notamment de travailler sur des programmes spatiaux de défense depuis la mise en orbite du satellite Syracuse 4A en 2021. Alors, dans ces conditions, finalement, 3 questions. Comment, selon vous, est-il possible de garantir à nos armées leur connectivité ? Comment est-il possible de maintenir la supériorité opérationnelle d'un système de communication souverain ? Comment est-il possible de préserver un outil industriel national, Thales et Alenia Space, dans ce domaine d'excellence française très spécifique, dans la mesure où ces programmes de développement des satellites de défense ne sont pas encore engagés ? Merci à vous. Merci, messieurs. Je commence. Bon, très bonne question. On a un budget. Le budget de défense, à un moment, il n'est pas illimité. Enfin, de toute façon, vous allez avoir le projet de budget demain, vous verrez comment ça se présente. On a une loi de programmation militaire qui est importante, mais en même temps, on a des retards à récupérer. Et donc, ce qui fait que c'est quand même un peu compliqué de lancer des nouveaux programmes. Bon. Le domaine que vous venez de citer, c'est un domaine d'intérêt européen en tant que tel. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut réussir à faire passer un certain nombre de capacités qui, à mon avis, sont des capacités utiles à la France, mais qui sont utiles à tous les pays européens. Il faut réussir à les faire passer au niveau européen. Ça ne veut pas dire après que ça sera soustrait à notre industrie de défense. On y trouvera des bénéfices. Mais vous avez cette logique dans le futur European Defence Investment Programme, cette idée de programme d'intérêt européen. Et les questions, parce que les questions elles sont tout de suite sur la table aujourd'hui, hein. Sur les programmes d'intérêt européen, il peut y avoir tout ce qui est le spatial de communication, il peut y avoir tout ce qui est défense aérienne, défense antimissile. Mais il faut dès maintenant se positionner sur ces questions-là. Ça, c'est quelque chose que vous avez... j'ai envie de dire, vous, en tant que Parlement national, vous avez votre mot à dire sur le sujet parce que les trains vont passer rapidement sur ces questions. Alors après, peut-être que tout ça va être shooté au niveau européen, encore une fois, l'EDIP, mais c'est une question sur laquelle il faut se poser. Est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre de capacités sur lesquelles chaque pays européen, au fond, n'a pas les moyens suffisants pour tout faire ? Et que donc, il faut pouvoir faire passer au niveau européen, comme on l'a fait avec Galileo. Hein. Galileo, c'est un programme européen. Merci Madame la députée pour cette question sur ces questions très précises sur le spatial. Je vais peut-être répondre de manière un peu plus large que Jean-Pierre en disant en fait cette situation très critique pour le spatial européen en général et le spatial français en particulier s'explique par l'évolution de la compétition internationale. Il y a un acteur, M. Garot vient de nous quitter, mais il y a un autre acteur interétatique intéressant à mentionner dans ce cadre-là, c'est Starlink et Elon Musk, qui est dans une alliance politique désormais avec Donald Trump. Alors pourquoi je le mentionne ? C'est que l'effet d'ébranlement sur l'industrie, c'est quand même SpaceX. Et le modèle SpaceX avec les financements fédéraux ou les mécanismes de financement qui ont rendu possible SpaceX. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement du génie industriel. C'est aussi des mécanismes de financement très pensés et qui autorisent l'échec.
C'est-à-dire que le secteur spatial européen n'a pas le droit à l'échec compte tenu des budgets dont il dispose. À cette concurrence par je dirais, les SpaceX, je note également que Starlink s'invite volontiers dans les conflits désormais, à la fois dans le début de phase en soutenant l'Ukraine, en retirant son soutien, en se montrant assez sensible à l'argumentaire chinois quand il le faut, ou à l'argumentaire russe quand il le faut. Ça montre bien, là aussi, la très grande difficulté pour des États, et c'est à mon avis quelque chose sur lequel il faut réfléchir, des liens qu'ils entretiennent avec ce qu'on appelle en mauvais français les enablers, c'est-à-dire toutes ces capacités type satellitaire qui permettent de conduire des opérations. À ça s'ajoute l'arrivée de nouveaux acteurs dans le spatial. Alors, on ne va pas tous les citer, mais il y a l'Inde qui devient un acteur très important et qui arrive à faire des programmes visiblement à coût très réduit, les Émirats, etc. Donc on est dans une concurrence où une position de force européenne est aujourd'hui contestée. Alors, dans les bonnes nouvelles, on a eu le succès du lancement d'Ariane 6. Et donc, ça renvoie à la question sur laquelle on avait beaucoup réfléchi en 2017, à la fois dans le cadre de la revue stratégique et de la revue stratégique consacrée au spatial, de l'accès autonome pour les Européens à l'espace. C'est-à-dire, est-ce que les Européens font ce qu'il faut pour conserver un accès autonome à l'espace ? Cette question est très travaillée, en ce qui concerne Ariane, par la tension franco-allemande. Et je pourrais ajouter la tension franco-italo-allemande. Et ça, évidemment, c'est très problématique parce que, d'un point de vue français, derrière le programme Ariane 6, le président me le soufflait à l'oreille, mais il y a évidemment la dimension aussi d'une partie de notre dissuasion nucléaire. Ce que nos partenaires allemands savent parfaitement. Et donc la réponse, si vous voulez, elle est à mon sens dans deux éléments. Effectivement, l'effort financier sur la question de l'accès autonome à l'espace, mais pas simplement, c'est-à-dire qu'il y a la question des constellations, la question des satellites, la manière dont politiquement c'est traité, et aussi la manière dont ce secteur va être obligé de se remettre en cause compte tenu des chocs technologiques ou des chocs d'organisation que j'évoquais en début de réponse. Merci beaucoup. La parole est